Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. Écoutez, je sais que ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas jasé. J'ai pas d'excuses. Non, c'est de ma faute, c'est moi qui a pogné la chienne à un moment donné après le temps des fêtes. Puis j'ai eu beaucoup de misère à me remettre dedans. Mais je suis de retour, puis je vais... mon but, c'est de redevenir aussi assidu qu'avant, ou au moins d'au moins vous en donner aux 2 semaines. Cette semaine, je vais vous présenter un épisode un des 2 derniers épisodes que j'ai enregistré en studio. Il va m'en rester un autre après, puis après ça, j'ai commencé à prendre des rendez-vous par Skype. Fait qu'on va voir. Je pense que ça va peut-être être plus facile aussi. J'avais déjà du monde que de venir à la colle, de se déplacer, c'était plus difficile. Puis il m'avait déjà suggéré de peut-être le faire par Skype, Zoom, whatever. Mais à ce moment-là, c'était pas quelque chose que j'envisageais, mais dans les circonstances actuelles, je pense que ça va être la meilleure manière d'avoir du monde au podcast. Puis ça devrait donner quelque chose d'intéressant. J'espère que vous passez un bon confinement. J'espère que c'est pas trop difficile pour vous. J'ai pas grand-chose d'autre. Je pense que tout le monde parle de ça. Là, fait que ça me tente même pas d'en jaser. Tout ce que je souhaite, c'est que vous preniez du temps pour vous, puis que ça vous mette pas, que la situation ne vous mette pas trop dans le trouble. Donc, c'est ça, l'épisode de cette semaine. C'est Marie-Ève Dufort qui est venue me voir. Marie-Ève qui est policière à cheval. Elle est venue nous parler de son métier de police, de pourquoi elle est devenue policière. Écoute, depuis qu'elle a 7 ans, je pense qu'elle voulait devenir policière. Je pense que c'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça nous donne un autre côté de la médaille aussi. Marie-Ève, c'est une personne très volubile, qui s'exprime bien. Fait que c'était vraiment c'est une belle rencontre, puis j'ai été content de pouvoir faire cet enregistrement-là. Donc, sur ça, écoutez, je vous souhaite un bel épisode, je vous souhaite une bonne écoute, puis on se reparle vraiment bientôt. Je ne vous laisserai plus tomber aussi longtemps que ce que j'ai fait. Donc, sur ce, bon épisode, bonne écoute. Au revoir. Bruit. C'est un peu comme la même réaction intrinsèque, tu sais, une phobie, quelqu'un que c'est comme plus fort que lui qui contrôle pas, là, mettons comme une araignée ou quelque chose comme ça. Puis je me rappelle pas du nom de la condition, mais il y en a que c'est des bruits comme des croquements ou mâchés. Ouais. Ils ont une réaction comme un peu comme une phobie où ça leur, tu sais, capote bien raide. Ouais, non, moi ça me fait ça. Puis quand j'ai voyagé, je me souviens d'une fois en particulier, j'étais en Israël. Le monsieur en arrière de moi, il mangeait ses patates pilées la bouche de même. Toi, je suis là. Dégueulasse. Et Marie-Ève Dufort, bienvenue à Tire-toi une bûche. Merci. C'est super gentil de m'inviter. Ah ouais, j'essaie d'avoir du monde, tu sais, de tous les horizons. Puis c'est une année forte. Je pars fort avec les filles cette année. J'ai eu beaucoup de gars l'année passée. Puis t'es ma 3e invitée fille en 4 invités pour 2020. Wow, fantastique. Fait que les filles viennent me voir. Hey. Fait que nous autres, on se connaît par Ève, ma conjointe, parce que tu faisais de une chorale avec elle. Oui, c'est ça. J'étais dans la chorale Chant libre avec Ève, puis notre autre très bonne amie Nathalie aussi. Oui. Fait que, c'est un petit réseau comme ça, mais nous, on s'est jamais vraiment croisés tant que ça, puis on se connaissait pas tant. Non, tu sais, comme ça. Je pense que le moment que j'ai eu le contact le plus long avec toi, c'était justement au festival Oui, c'est Music and the Pines qu'on avait fait. Un festival de musique en Ontario, là, quand la chorale avait été invitée pour chanter là. Fait que oui, on s'était croisés avec tes enfants. C'était une belle fin de semaine. Oui. Ah non, c'était le fun, les enfants avaient bien trippé. Fait que c'est ça, je t'ai invité, bon, entre autres parce que t'es policière. Puis, je sais ça, comme je te dis, je t'intéressais à voir un petit peu d'où les gens viennent. Puis tu sais, toi, qu'est-ce qui t'a mené à vouloir être policière? C'était-tu un choix de carrière que tu voulais absolument ou... Oui, écoute, ça a commencé jeune. Hein? Moi, très petite, je pense que je devais avoir 5 à 7 ans à peu près. Tu sais, quand j'étais toute petite, j'ai à ma mère, je voulais être cowgirl.
OK. Je vais être cowboy. Puis une fois que j'ai grandi un petit peu, quand même très jeune, je dirais peut-être vers l'âge de 7 ans à peu près, là, je commençais à vouloir être policière. Fait que d'où ça vient, j'ai aucune idée. Mes 2 parents, c'est des profs, c'est des intellos. Tout dans ma famille, c'est des universitaires, j'ai des biochimistes, puis toutes sortes de choses. Puis moi, je suis un peu le mouton noir de la famille. Puis c'est ça. Moi, ça a été depuis très jeune que je voulais être policière. Puis c'est sûr que j'ai un peu une personnalité où j'avais un désir un petit peu de, aider les gens, laisser un petit peu quelque chose à la société derrière, faire quelque chose de bien un petit peu, pas juste faire de l'argent. J'avais comme un besoin un petit peu c'est ça, de laisser ma marque en quelque part sur la société. Puis aussi, c'est sûr que t'as aussi le petit côté un peu junkie d'adrénaline aussi, veux pas. Je pense que c'est pour se faire ce métier-là aussi, en quelque part, il faut un petit peu aimer l'aventure ou aimer l'action. Fait que, tu sais, il y avait un peu ces 2 côtés de ma personnalité-là qui se sont rejoints dans ce travail-là. Okay. Absolument. Parce que c'est jeune, pareil, pour faire ton choix de carrière, puis que t'es resté accroché à ça, puis t'as réussi à le réaliser. Oui, puis je te dirais, initialement, quand j'étais rendue au secondaire, puis là, il commence à parler des choix de carrière, je m'étais dit, bon, ça, c'est un petit peu le rêve d'enfance, là. Fait que là, il faut que je fasse un vrai choix. Fait que là, on a fait, tous les tests, puis avec les orienteurs, puis ces choses-là, mais ça revenait toujours comme un bon match pour ma personnalité. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, peut-être, finalement, je suis pas si folle que ça, puis c'est peut-être quelque chose qui est réalisable. Puis c'est ça que j'ai fait. Fait que je graduée du secondaire, je rentrais en technique policière. Après ça, en sortant de ça, j'étais à l'Institut. En sortant de ça, j'ai appliqué dans mon corps de police. Puis j'ai été embauchée. Je commençais à 21 ans, ma carrière. Quand même. Oui. C'est impressionnant. Ouais. Tu sais, surtout, je veux dire, tu veux faire du bien. Il y a quand même un pourcentage de la population qui... tu sais, moi, je suis plein de pages Facebook, tu sais, donc il y a une page qui s'appelle Policiers zélés ou Spotted Policiers zélés. Ah, je la connais pas, celle-là. C'est du monde qui vont se défouler s'ils ont eu quelque chose qui s'est passé avec un policier qui met ça là, tu sais. Puis je remarque qu'il y a quand même tu sais, il y a une grosse masse de gens qui, je pense, qui se lèvent les nuits pour haïr la police, là. C'est sûr que ça fait un petit peu partie de l'emploi, hein. Je pense que, moi, les gens qui me connaissent puis mes amis savent que, tu sais, je suis une personne... Comment je te dis? Je suis une personne qui a un grand cœur, je suis une personne qui a énormément de compassion, je suis une personne qui est fascinée par les gens, par les cultures, par les traditions, j'adore un petit peu tous ces aspects-là de l'humanité, tu sais. Mais c'est sûr que la journée que tu rentres dans la police, c'est la journée qu'aux yeux de beaucoup de gens, tu deviens, ça peut être raciste, tu deviens un trou de cul, tu deviens une personne intransigeante, on dirait que c'est tous ces genres de préjugés-là que nous, on doit... gérer un peu, puis des fois, ça peut être, surtout au début, ça vient te confronter un peu. Pourtant, je suis pas comme ça du tout. Puis souvent, maintenant, ce qui arrive, au contraire, c'est que maintenant, les gens qui me connaissent, pas mes bons amis, là, mais des gens que je rencontre comme ça, tu sais, mais toi, t'es pas pareil, toi, t'es différente que les autres polices. Puis au contraire, je leur réponds non, au contraire, moi, je suis relativement très standard. Oui, mais c'est le genre de métier comme docteur que t'as pas de droit à l'erreur, tu sais. Tu sais, je veux dire, le livreur de pizza, il va échapper à pizza ou... La personne va en parler à son voisin, mais il va pas faire un... Ben oui, maintenant, ils vont faire des posts Facebook, mais il se mettra pas à haïr tous les livreurs de pizza. Mais tu sais, je pense que dans le métier de policier, une erreur, ça jette... ça va jeter un aura sombre sur tout le restant des policiers. Regarde, lui, il est de même, ils sont tous comme ça. On dirait que c'est un automatisme, c'est un réflexe. Oui, puis je pense que c'est aussi un métier qui est, autant que c'est beaucoup dans l'œil du public, autant que c'est très méconnu. Sous beaucoup d'aspects. Puis je pense que souvent, les gens, s'ils connaissent pas de policier ou ils n'ont pas de policier dans la famille ou des gens avec des amis avec qui ils sont proches, c'est ça, c'est des gens qui ont beaucoup comme d'idées un peu préconçues sur notre métier, sur le type de personne ou sur ce qu'on fait. Puis on le voit souvent, parce que dès que quelqu'un dans le souper d'amis ou un souper quelque part, c'est que t'es police, là, c'est toutes sortes de questions, hein? Fait que je pense que les gens, ils voient beaucoup à TV, puis veulent pas, un petit peu comme docteur, un peu comme tu mentionnais, là, il y a certains corps de métier qu'on voit beaucoup à TV.
Puis les gens se font des drôles d'idées sur notre métier, un petit peu à cause d'Hollywood, puis tout ça, là, tu sais. Mais t'as pas un horaire, là, le matin, prendre un café, après ça, aller donner des étiquettes, après ça, aller battre un noir, après ça, tu sais, c'est... Écoute, je sais même pas quoi répondre à ça. Non, mais tu sais, le monde pense que ça, vous êtes des percepteurs de taxes ou... Ben, les gens, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Absolument, percepteurs de taxes ou vous amusez à battre du monde pour rien. Par plaisir, là. Tu sais, non, absolument. C'est au contraire. Puis de plus en plus, je veux dire, surtout les policiers sur la route, parce que veut pas, on dit policier, mais tu sais, il y a toutes sortes de métiers, puis toutes sortes de sections, puis toutes sortes d'unités. Fait qu'on peut tous travailler pour un même département, puis on peut faire beaucoup de travail différent. Tu sais, j'ai été patrouilleur longtemps, puis maintenant, je travaille dans une section spécialisée. Fait que, tu sais, ta job peut changer juste parce que t'es police. Ça veut pas dire que tu fais la même chose. Mais oui, absolument. C'est ça, nos tâches sont tellement variées. Puis les patrouilleurs aujourd'hui sur la route, je veux dire, ils passent plus de temps à être, je pense, psychologue quasiment ou travailleur social qu'autre chose. Mais dans les tempêtes, ils font les lumières. Tu sais, je veux dire, absolument. On c'est pousse pas des une job chars, de fun, là. Puis on fait toutes sortes de choses. Mais en même temps, c'est un métier qui... Écoute, il n'y a pas de monotonie dans ce métier-là. Tu as toutes sortes de choses à faire, puis chaque journée va être différente de l'autre. Puis moindrement, c'est sûr, c'est une personne qui a de l'entre-gens, puis t'aimes interagir avec les gens. Je veux dire, c'est un métier qui est super stimulant. Vraiment. Je regrette zéro mon choix de carrière. J'adore ce que je fais. J'avais entendu dire que la série 19-2, c'était quand même... Ça se rapproche... J'étais assez fidèle de... Je sais pas si tu as écouté la série. Moi, j'avais bien aimé. J'ai écouté la première saison, puis après ça, à un moment donné, j'ai été distraite par autre chose. Tu sais, je veux dire, t'es policière de jour, tu vas pas écouter un show de police. C'est ça. Ben, je te dirais, des fois, c'est un peu dur. Tu sais, comme un médecin, j'imagine qu'il a de la misère à écouter des télévisions, des émissions. Oui, c'est ça, Dr House, puis tout ça. Fait que le côté irréaliste, des fois, peut être difficile à regarder. De ce que je me rappelle de la série, je trouvais que les interventions policières, les appels, était quand même réaliste. Surtout, moi, comme je te dis, je m'en suis tenue un petit peu dans la première saison, là, mais les appels étaient quand même très réalistes. C'était des bonnes représentations, un peu des genres de situations rocambolesques qu'on pouvait voir. Ce que j'avais trouvé qui était un peu irréaliste, c'était le côté très drame et dramaturge des interactions. Là, on dirait que c'était... Mais veux pas, c'est une émission de TV, il faut que ce soit entertaining, il faut que ce soit le fun à regarder, il faut que ce soit un peu flyé. Fait que tout le côté un petit peu, là, tout le monde avait des méga gros problèmes dans leur vie personnelle, puis là, c'était comme les relations... C'était le poste que tout le monde... Écoute, il y en avait, puis là, cette affaire-là entre la SQ, puis je me rappelle bien, il y avait un gars qui c'était de la SQ versus la police de Montréal, puis là, c'était comme des drôles d'interactions aussi que j'avais trouvé un peu étranges, mais bon, garde sans plus, là. Mais oui, mais les appels, j'avais trouvé c'était quand même, tu vois, qu'ils avaient fait quand même beaucoup de recherches. Puis je me rappelle d'avoir vu que les acteurs, je pense qu'ils avaient été à l'Institut de police aussi se faire former ou quelque chose là, comme ça. Fait que c'était bien fait, c'était le fun. Oui, non, j'avais bien aimé ce show-là. Mais là, tantôt tu parlais, tu étais dans une unité spéciale. C'est quoi, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, fait que moi, les 12 premières années de ma carrière, j'étais patrouilleur. On répond aux appels 911 dans la voiture de police, un peu comme tout le monde est habitué. Puis moi, je suis une personne que j'ai toujours, depuis que je suis toute petite aussi, j'ai toujours monté à cheval. J'ai fait de la compétition équestre, puis ça, je suis une fille de chevaux, comme on dit. Puis mon corps de police a une unité cavalerie. Alors, éventuellement, j'ai été capable d'appliquer puis de rentrer dans l'unité cavalerie. Fait que maintenant, je fais le même travail que je faisais. Je suis toujours patrouilleur, mais maintenant, au lieu d'avoir une voiture de police, je patrouille à cheval. Ça, c'est vraiment le fun. Été comme hiver? Été comme hiver, à l'année, 365 jours par année, beau temps, mauvais temps, à part vraiment des températures extrêmes, ce serait pas bon pour l'animal, là. Mais sinon, de jour de soir, on est toujours quelque part. T'as ton cheval à toi? Ben, généralement, oui. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait quand même un match entre le policier et le cheval. Puis, généralement, c'est sûr qu'on est capable de travailler sur n'importe quel animal de la section, mais je passe la majeure partie du temps avec mon partenaire, moi. Ça, j'imagine, il y a un lien qui se crée, tu sais. Fait... Oh, absolument, absolument. Je connais pas les chevaux du tout, là, mais je sais que
ce que j'ai cru comprendre, je veux dire, si tu veux apprivoiser un cheval, ça, c'est toi qui en prends soin, tu le brosses, puis... Ben, c'est une relation de confiance que tu établis. Oui. C'est une relation de confiance, puis c'est différent, je pense, d'un chien. Puis écoute, je suis pas maître chien, là, je connais pas nécessairement ça, mais j'ai toujours l'impression, c'est avec mon chien à la maison, c'est un peu une relation vraiment d'autorité qu'on a avec l'animal, versus le cheval, je te dirais, c'est de développer une bonne communication. Puis avec le cheval, tu communiques beaucoup avec ton corps. Fait que c'est d'être très à l'écoute de lui, que lui apprenne ton langage, que tu apprennes à essayer de communiquer le mieux possible dans le sien. Fait que ça devient, si tu développes une bonne communication puis un bon lien de confiance avec l'animal, tu peux faire toutes sortes de choses. Puis c'est des animaux absolument incroyables. Vraiment, là, avec qui on travaille, je me considère tellement choyée de pouvoir faire ça. C'est quoi le rôle d'une unité de cavalerie dans une unité de police exactement? Ça sert à quoi? Mais ça fait toutes sortes de choses. C'est sûr qu'on est quand même très polyvalent. On fait vraiment toutes sortes de choses. Souvent, les gens, ils m'approchent dans la rue, puis ils vont me dire, tu sais, madame, comment ça vous êtes à cheval? T'sais. Je dis, bien, premièrement, est-ce que vous seriez venu me voir si j'avais été dans une voiture? Non. Et souvent la réponse. Fait que c'est sûr que l'animal, ça casse la glace. Ça fait une proximité. Oui, ça brise des barrières. Ça attire des gens. Tu sais, les gens sont portés à venir à nous. Ils veulent nous poser des questions. Ils veulent nous parler. Ils veulent flatter l'animal. Ils veulent prendre des photos. Tout cet aspect-là. Puis ça nous fait super grand plaisir. Fait qu'on, appelons ça, mettons, le côté PR. Puis en même temps, tu sais, des fois, on va dans des quartiers ou des communautés, des fois, où la relation avec la police n'a peut-être pas toujours été facile, mais nous, on est capable d'aller avoir des interactions positives avec des gens. Puis souvent aussi avec des enfants, où on peut avoir des interactions vraiment positives, puis je pense que ça n'a pas de prix. Plus d'interactions positives qu'ils peuvent avoir avec la police, mieux c'est, puis, tu sais, et vice-versa, là. Je veux dire, c'est juste du gagnant-gagnant. C'est sûr qu'après ça, veut pas, on est des policiers. Fait qu'on fait le même travail, on patrouille. C'est des appels 911. On répond aux appels 911. Puis ça, tous les policiers le feraient, qu'ils soient en voiture, à vélo, à pied, en moto. T'sais, si on n'est pas loin, il y a un appel, on va aller répondre. On peut participer à des opérations. Alors, s'il y a des, tu sais, justement, là, dans le temps de Noël, il y en avait beaucoup, des opérations, des barrages d'alcool. OK. Fait que ça, des opérations un peu comme ça, planifiées, des événements. Des fois, on voit s'il y a des manifestations, souvent. J'imagine que ça vous donne une vue aussi plus haute, puis vous pouvez supporter vos collègues. Absolument. Puis ce qui est le fun aussi avec la vue, c'est tout ce quand on parle des gros événements, puis pas nécessairement des manifestations, là, mais tu sais, des rassemblements festifs. Des spectacles. Des festivals, et toutes sortes de choses. Fait que nous, c'est comme si on était sur une échelle. On a vraiment une vue, on est capable de voir par-dessus des foules très loin. Puis ça nous donne vraiment un avantage versus les policiers qui sont à pied ou en voiture ou à vélo. Ils voient 10 pieds en avant d'eux dans la foule, mais pas plus loin. Alors nous, on peut voir s'il y a quelque chose qui se passe dans la foule, quelqu'un en détresse, quelqu'un qui a besoin d'aide. Puis en même temps, les gens qui sont dans la foule, on est visible de loin parce qu'on est très haut, on dépasse tout le monde. Fait que s'ils ont besoin de quelque chose, il y a un problème, ils vont souvent venir nous voir, nous, avant de trouver un autre policier ou quelqu'un d'autre. Fait que c'est vraiment pratique. Puis c'est sûr qu'on peut aussi se faufiler, là, tu sais, doucement à travers les gens, versus une voiture, essayer de ceindre une foule, ou, mettons, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide de l'autre bord, bien, à pied, c'est plus difficile, parce que des fois, on peut y aller à pied, c'est correct, là, mais on ne voit pas nécessairement où est-ce qu'on s'en va. En voiture, c'est très difficile. S'il y a une grosse foule compacte, passer à travers de ça, là, ça va être trop dangereux, très difficile. Nous, on peut marcher très, très lentement. Il faut filer. Excusez, pardon, les gens ils vont nous entendre, ils vont nous voir, on est très, tu sais... Fait qu'on est capable de se déplacer de façon sécuritaire, puis porter assistance. Fait que tout ce qui est justement des gros rassemblements, des foules, des choses comme ça, c'est super pratique de nous avoir juste comme présence policière, comme on aurait n'importe quel autre policier présent. L'entraînement que ces chevaux-là doivent subir, ou puis de la manière qu'ils sont sélectionnés, ça doit être, il faut que quand même que ce soit un cheval qui est calme, qui va écouter tes commandes, tes demandes, parce que, tu sais, je veux dire, si tu marches dans une foule, il faut pas que
comme on dit, qui prennent les morts. Puis qui... Absolument, absolument. Ben, à la base, il y a la sélection de l'animal, même avant l'entraînement. Un peu comme un chien Mira, j'imagine. Oui, c'est ça. Je veux dire, chaque job a sa machine. Hein? Tu n'iras pas prendre une Formule 1 pour aller conduire un taxi. Puis, si tu veux faire des courses de char, ben, tu iras justement pas prendre une Honda Civic pour aller faire ça. Fait que, c'est un peu la même chose. Alors, les chiens policiers vont chercher vraiment un tempérament spécifique. Les chiens Mira, tout un autre tempérament. Ben, nous, c'est un peu la même chose. Nous, l'animal qu'on recherche, c'est un animal qui, va aimer sa job. Il va aimer être stimulé, il va aimer la nouveauté, mais en même temps, il va être très calme. T'sais, on veut pas un animal qu'on dirait nerveux, qui va sauter partout, puis « Ah, c'est quoi ça? » Puis, on veut pas un tempérament comme ça. On veut vraiment un cheval, un Roger Bontemps, très zen, très relax, qui va aimer se faire toucher, qui va aimer se faire catiner, parce que veut pas, il s'en sauvera pas. Ouais. Puis en même temps, qui va être très go with the flow comme personnalité. Là, fait que la nouveauté, parce que veut pas, c'est ça qu'on fait, on les habitue à ce que la nouveauté soit routinière. Fait une personnalité qui va bien accepter ça. Puis après ça, une fois qu'on a vraiment un peu la personnalité qu'on cherche, là, on va aller faire de l'entraînement. On va, j'appelle ça, installer les pitons. Mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on installe le steering, les breaks. Hein, on lui explique, on développe la communication, puis il dit, regarde, quand je fais ça, ça veut dire ça. Fait que ça, c'est tout un peu le côté entraînement. Puis après ça, on va tranquillement les habituer à leur nouvelle réalité puis à leur nouveau travail. Puis on va beaucoup utiliser les chevaux d'expérience qui vont montrer la job au nouveau. Ah oui. Fait que le petit nouveau, peut-être qu'il va être un petit peu nerveux puis va se demander qu'est-ce qui se passe, mais si t'es avec un vieux de la vieille qui relaxe, tu fais-toi-en pas le jeune, mais te montrer comment ça marche. Puis ça, c'est ça qui arrive, veut pas, hein? Ils vont beaucoup s'appuyer l'un l'autre. Fait que... c'est pas fait, ça. J'avais pas pensé à ce côté-là qu'un cheval plus vieux pouvait enseigner son comportement à un jeune. Ben dans le fond, c'est qu'il va l'influencer. C'est du mimétisme un peu. Oui, c'est ça, ils vont s'influencer. Fait que si tu as deux animaux ensemble, il y en a un qui est très nerveux, l'autre sait pas qu'est-ce qui se passe, c'est sûr qu'il va devenir nerveux aussi. Fait que nos chevaux, ils ont beaucoup d'expérience, sont très bons à leur job. Fait que quand on a un petit nouveau, on va vraiment utiliser ça aussi pour aller rassurer le nouveau, puis aller montrer comment faire son travail. C'est important. Ouais. Ah, c'est bon. J'avais une question que je voulais te poser tantôt. Ça, je voulais savoir... ça n'a plus rapport aux chevaux, là, c'est vraiment... Ouais. Côté policier, avant le 17 octobre 2018, avant la légalisation du cannabis... Est-ce que les corps policiers y a-t-il une préparation qui a été faite? Y a-tu... moi, je sais que mon boss m'a appelé... mon boss m'a appelé le même jour pour faire un appel conférence et les gars, ce que vous faites chez vous, c'est correct. Ce que vous fumez pas chez le client, puis c'est beau, tu sais. Mais j'imagine que dans un corps policier, il y a dû avoir une préparation ou des directives ou une manière de... Ben écoute, c'est sûr que moi, je suis patrouilleur, fait que je peux pas dire qu'est-ce que les hautes directions ont fait au niveau de préparation comme telle, mais ce que je peux dire, c'est que quand c'est arrivé sur le sujet, puis là, on savait que la légalisation allait arriver, il y a une procédure qui est sortie, puis on l'a vu, tu sais, chaque corps de police, dans le fond, qui est une entité distincte, ils ont chacun statué à leur façon. OK. Il y en a qui ont, un peu comme les forces armées, ont fait pareil. T'sais, tout le monde est sorti avec leur procédure pour leurs employés. Fait qu'il y en a qui ont dit, écoute, mettons tant de temps avant le début de ton corps, t'as interdiction de consommer. Il y en a que c'est des semaines, il y en a que c'est des mois, il y en a que c'est quasiment à peu près, là, ça te permettrait même pas du tout de consommer ou presque. Là. Puis il y en a d'autres que l'approche a été de dire, un peu comme l'alcool, là, on s'attend à ce que quand t'arrives pour travailler, t'es sobre et à jeun. Oui. Ce qui est logique, là. C'est ça. Fait que nous, on a eu comment on dirait ça, là? Mais on a eu comme le mémo, si on veut dire, là, de notre employeur qui nous a dit, nous, on s'attend à ça de nos employés, et voilà. Ben, je sais qu'il y a beaucoup de... Il y avait justement des agents de police qui étaient sortis, qui disaient, ça a comme pas d'allure. On me dit, c'est légal, mais on me dit que j'ai pas le droit d'en prendre un mois avant mon shift, que le monde est là, ben, c'est comme...
arrêtez, vous me dites que vu que je suis policier, j'ai pas le droit de consommer un produit légal. Puis ça dépend vraiment de leur employeur. C'est ça. Chaque employeur a vraiment statué différemment. Puis il y en a que ça a été vraiment comme l'alcool, dans le sens que quand tu viens travailler, il faut que tu sois sobre. Et mais voilà. J'imagine que c'est parce qu'il y a aussi, j'imagine un côté responsabilité. Tu sais, je veux dire, admettons que vous faites une intervention, une personne dit « Ouais, je pense que ce policier-là t'es sous effet de l'alcool. » C'est facile de prendre une prise de sang, voir si tu as le 0.08. Je sais, le THC, je pense que dans une prise de sang, quelques semaines après, il peut encore avoir des traces parce qu'il en reste des graisses, là. Oui, je sais que c'est plus difficile à ce niveau-là, mais dans le fond, c'est un peu... Puis écoute, je suis pas sûre, honnêtement. Là, parce que c'est pas quelque chose sur lequel moi, je consomme pas, fait que c'est pas quelque chose que je me suis vraiment attardée à me renseigner. Sauf que c'est sûr que je me dis, c'est un peu comme, tu sais, si j'intercepte quelqu'un sur la rue, puis je suspecte qu'il a peut-être consommé, ou tu sais, que sa conduite est affaiblie, que ses capacités sont affaiblies, bien, ça peut être par l'alcool, ça peut être par la drogue, ça peut être par une panoplie de drogues, ça peut être par des médicaments, aussi. La fatigue. Fait que, tu sais, je pense que c'est beaucoup qu'on évalue la capacité de quelqu'un. Tu sais, il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas en état de travailler à cause de son état émotif ou sa santé mentale, qui n'a rien à voir avec quelque chose qu'il aurait consommé, mais il faudrait que le boss, cette journée-là, dise « Gars, va donc chez vous, là, puis prends soin de toi, puis je pense que tu n'es pas en état de travailler. » Ça se Je veux dire, fait que je pense que c'est peut-être aussi que, sans dire qu'on force les gens à faire des prises de sang, mais chaque patron, je pense que ça fait partie de sa job de garder un œil sur son personnel, puis d'essayer de remarquer si jamais il y a quelqu'un qui est en détresse, il y a quelqu'un qui n'a pas l'air de bien filer, ou qu'il y a quelqu'un qui aurait dû consommer, tu sais, je veux dire, des addicts, ça doit exister, j'en ai pas connu, là, mais ça doit exister dans la police comme dans d'autres métiers, là, tu sais, des gens que ce soit médication, ou, je veux dire, l'alcoolisme, ou toutes ces choses-là, je veux dire, comme je vous dis, moi, j'en ai pas connu directement, mais ça doit exister quelque part. Oui, puis des fois, moi, il y a du monde que j'ai connu, que j'aurais jamais pu dire qu'il y avait un problème d'alcool, puis je l'ai su par après que c'était buvais à longueur de journée, là. Tu me rendais pas compte. Non, c'est ça, tu sais. Puis, c'est ça. Moi, comme je te dis, c'est pas vraiment quelque chose... en tout cas, moi, dans mon groupe de travail, à ma connaissance, j'ai pas vraiment... Moi, j'ai jamais consommé vraiment du pot avant. Puis, j'ai pas non plus dans mon réseau vraiment des gens qui sont consommateurs non plus. Fait que c'est pas des conversations vraiment que j'ai eues. Mais moi, je suis un consommateur, puis c'est pour ça que je parle, puis je suis sur des groupes. Puis il y a tellement d'affaires qui se disent que... Tu sais, il y a beaucoup de désinformation, fait que... C'est sûr, puis tu sais, veux pas, c'est tout nouveau, hein? Ah oui. Fait que je pense aussi que ça va, tu sais... Dans 10 ans, que ce soit des employeurs, que ce soit des municipalités, que ce soit, tu sais, qui vont essayer différentes approches, différentes procédures, différentes réglementations, Je pense qu'il va y avoir un peu des expériences sociales qui vont se faire, puis on va un petit peu trouver le sweet spot avec les années, que ce soit pour la réglementation, mettons, des municipalités, ou que ce soit à l'interne que ce soit corps de police, que ce soit n'importe quelle compagnie, je pense qu'on va probablement... Il y a peut-être certaines personnes qui ont été, ou certaines entités qui ont été comme avec un choix plus extrême, plus arrêté. Peut-être que ça va changer, peut-être ceux qui ont été... On va voir aussi avec le temps où est-ce qu'on va se placer. Paliers différents, là, en ce moment. Là, le fédéral dit n'importe où, sauf que c'est pas un lieu public. Là, maintenant, Québec dit n'importe où, donc juste chez vous. Puis après ça, les municipalités avaient des règles. Je veux dire... Là, en ce moment, je pense que la loi est passée, je pense, au Québec, là, par rapport à ça. Ça veut dire que techniquement, n'importe qui est dans la rue, qui fume de la drogue, qui fume un joint, est passible d'une amende, tu sais, en ce moment. C'est ça. Puis écoute, comme je te dis, moi, c'est pas quelque chose, je me suis très tenue au courant. Puis, mais en tant que patrouilleur, est-ce que c'est de quoi vous checkez? Oui, mais c'est un peu, je dirais, confondant même pour nous. Tu sais, avec toutes les lois qui sont en train de changer rapidement, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont regarde. Tu sais, tant que les gens agissent dans le raisonnable, tu sais, on va laisser les gouvernements statuer, on va laisser après ça, tu sais, c'est parce qu'il y a une loi qui est faite, mais après ça,
les villes doivent faire, mettons, si on parle de règlement municipal, quelque chose que tu pourrais avoir une étiquette pour. Bon, ben après ça, il faut que la réglementation puis les libellés soient écrits avec l'amende, avec des codifications, puis ça prend du temps à faire. Fait que des fois, tu as une loi, mais tu peux pas donner d'étiquette parce que ça n'a pas été créé encore. Fait que ça va tellement vite, des fois, que... Puis le temps qu'ils fassent les codifications, ils vont changer le règlement encore. Puis ils changent, puis en tout cas, fait que c'est un petit peu encore mêlant pour surtout... Ouais, ça fait quoi? 1 an et 3 mois, à peu près? Comme je te dis, moi, je suis plus nécessairement patrouilleur sur la route de la même façon qu'un patrouilleur en voiture. Fait que c'est moins quelque chose que je suis un petit peu au courant, là. Puis c'est un peu mêlant encore, même pour moi. Fait que... Tu reviens, les patrouilleurs en voiture, là, tu sais, ça a l'air d'être tellement un job rough que tu sais jamais où c'est que tu vas arriver, tu sais. Tu sais, je veux dire, encore là, moi, je connais pas ça. Tu sais, je sais que... je sais de ce que j'ai vu à la télé ou de ce que je m'imagine, tu sais, mais ça a l'air... Écoute, comment je te dirais... C'est sûr une boîte de Cracker Jack, tu sais jamais qu'est-ce qui va sortir de là. Un peu à la Forrest Gump, it's a box of chocolates and you never know what you're gonna get. Ben c'est ça. C'est sûr que c'est le genre de travail où tu essaies de te préparer pour toutes les éventualités. Tu essaies d'avoir des plans A, des plans B, des plans C pour un peu toutes les éventualités. Mais c'est sûr que tu n'as pas 2 journées qui vont être pareilles. Tu as des journées que tu finis, tu as la broue dans le toupette à la fin du chiffre, ça a été go, go, go. Tu en as d'autres que tu as tourné en rond et tu as l'impression d'avoir rien fait parce que ça a été une journée comme ça. Je veux dire, tous les chiffres sont différents. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Puis, en quelque part aussi, c'est ce qui est le fun de la job. Mais il faut tout le temps que tu restes quand même humain, calme, puis en contrôle de tes émotions tout le temps. Je veux dire, ça doit être demandant à... Ben, je pense ou ça devient naturel. Je pense que c'est comme n'importe quoi, que c'est quelque chose que tu apprends à faire. Puis en quelque part aussi, c'est un rôle un peu que tu joues. Fait que si tu arrives sur une situation, puis là, il faut que tu sortes. En quelque part aussi, il faut toujours rester un petit peu détaché. Aussi, pour être capable de prendre des bonnes décisions, pour être capable d'analyser une situation, tu peux pas être trop impliqué émotivement dans la situation. Fait que tu essaies un petit peu d'avoir la compassion, mais en même temps un certain détachement aussi pour être capable d'être neutre dans la situation. Puis en même temps, des fois, ces émotions-là, c'est des choses que tu vas utiliser comme outil. T'sais, si je dois être très directive avec quelqu'un, parce que là, quelqu'un écoute pas, puis c'est dangereux, ben là, ça se peut que je lève le ton. C'est pas parce que je suis nécessairement fâchée ou ça t'allait me chercher, c'est parce que j'essaie d'avoir un effet sur la personne. Oui. Comme des fois, je vais peut-être utiliser une petite voix plus mielleuse. T'sais, c'est pas parce que je parle comme ça normalement à la maison, mais pour aller essayer de chercher une réaction chez la personne. Ou peut-être que je vais... justement, démontrer beaucoup plus de compassion dans une situation. C'est pas parce que nécessairement je suis très, très, très émotive dans la situation, mais ça va être vraiment des outils. Comment tu fais pour convaincre quelqu'un de faire ce que tu as besoin qu'il fasse dans le moment? Que ce soit de se faire arrêter, que ce soit de se rendre, que ce soit de déposer quelque chose de dangereux qu'il y a dans les mains, que ce soit... Fait, sur ces moments-là, c'est tout, justement, ça va être d'analyser. On devient bon à analyser une situation pour utiliser que ce soit nos outils qu'on porte ou que ce soit aussi nous-mêmes, notre corps, notre position, notre ton de voix. C'est tous des outils qu'on a dans notre bagage pour essayer de faire que chaque situation finisse vraiment le mieux possible. Okay. Hey, tu parles de tes outils, tu m'as fait penser, j'ai vu passer ça la semaine passée, là, je sais pas si c'est juste pour une ville ou un peu partout, ils parlent d'amener les caméras sur les agents. Il y a beaucoup d'agents qui semblent être contre, ça a l'air d'être très partagé comme opinion. Ouais, ben moi, personnellement, j'ai jamais eu la chance de travailler avec. J'ai parlé à des confrères de travail qui ont eu la chance de travailler avec l'outil. Puis moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils adoraient avoir l'outil. Parce que souvent, on s'entend... moi, je travaille bien.
Tu sais, je considère que je suis une bonne police puis que je travaille bien. Puis moi, j'aimerais ça. Si je me fais accuser de quelque chose, ben je sais que ce qui va être sur la caméra, ça va me protéger. Puis tu vas avoir tout, tu n'auras pas juste un segment sur Facebook sans le début puis la fin. Oui, ou peut-être que justement, tu sais, comme on parlait tantôt, je suis en train d'utiliser un certain ton avec la personne parce que là, je me dis peut-être ça va fonctionner, tu sais, pour convaincre la personne. Par exemple. Fait que tu vas peut-être voir justement que j'ai essayé 10 choses différentes, puis que dans ces 15 secondes-là, j'ai essayé peut-être ce ton de voix-là pour voir si j'allais chercher une réaction de la personne. Par exemple, tu sais, j'invente des choses un peu, là. Mais quand j'ai parlé aux policiers qui ont travaillé avec, c'est ça, c'est qu'ils aimaient beaucoup l'avoir comme outil. Mais que le côté un peu administratif, là, tu sais, était comme... C'était lourd et compliqué. OK. Faut que tu fasses tes downloads, moi, tes logs. Moi, je me joue un peu ce qu'il peut y avoir derrière. C'est ça. Fait que, comme je te dis, moi, j'ai jamais travaillé avec, mais ce que j'ai entendu, c'est ça. Puis d'après ce que j'ai compris, puis encore une fois, je suis pas 100% sûre, là, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu aussi le problème au niveau du stockage de l'information qui est très problématique. OK. Les coûts associés à ça, puis la quantité d'informations. Bien, j'imagine, doit être c'est vrai stocké. que c'est lourd. Oui. Puis en même temps, il faut que ce soit gardé confidentiel. Oui, c'est ça. Puis fait que là, est-ce que, tu sais, je sais pas, là, mettons, tu as un corps de police avec, je sais pas, là, je dis un chiffre 1000 polices, 2000 polices. On parle de moindrement des grosses villes. Je me dis, ça doit être une quantité épouvantable de données à stocker. Ça doit être très, très dispendieux. Fait que je pense que c'est un petit peu là les challenges pour implanter ça. Mais moi, c'est sûr que si mon boss m'arriverait demain et dit « Maintenant, tu vas travailler avec une caméra », ça me ferait grand plaisir. Moi, je pense que ce serait un outil fantastique. Puis j'aimerais ça pouvoir expérimenter ça, travailler avec ça. Mais moi, j'aurais aucun problème de... Je sais pas si ça peut changer aussi un peu l'attitude de la personne avec qui tu as une intervention. De savoir qu'elle est filmée, elle va-tu... Ben, de ce que je me suis fait dire, oui. Puis même, écoute, des fois, moi, étant à cheval, sur mon casque, j'ai une lampe de poche. Je sais pas comment on appelle ça, là, les petites frontales. Là, une lampe de poche frontale qui ressemble un peu, quand on regarde vite, ça ressemble à une GoPro. Fait que des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont filmés. Fait que, tu sais, j'entends « Hey, attention, là, il est en train de te filmer. » Puis, tu sais, c'est une lampe de poche. On s'entend, là. Ils savent pas, mais tu vois tout de suite l'attitude. Souvent, quand les gens ont une attitude négative, agressive ou un peu plus négative, quand on tombe dans le négatif, là, c'est souvent là qu'on va voir un changement quand ils pensent qu'ils sont filmés. Fait que c'est pour ça que je me dis, moi, je pense que ce serait un outil positif. Moi, j'aurais pas de problème à travailler avec ça du tout. Fait que... à suivre, c'est un dossier qui va... Oui, non, mais je pense que la semaine passée, là, qu'elle commençait à parler qu'il voulait rentrer ça, je me souviens plus c'était où, puis que là, il y avait vraiment... C'était vraiment très divisé, là, quasiment 50-50. Ben écoute, moi, personnellement, je pense que ça me rassurerait au niveau, tu sais, quand on parle dans une intervention policière, quand tu vas passer à travers, mettons, une situation plus grave, là, disons, tu as toutes sortes de survies, hein. Tu as ta survie physique où tu te dis, je me fais pas tuer. Je rentre chez nous le soir. C'est ta survie physique. Mais après ça, tu as aussi ta survie légale, ta survie organisationnelle. Tu as toutes sortes un petit peu de survie comme ça. Fait que je pense que moi, ça irait me rassurer à ces niveaux-là. Dans le sens que je sais que à la fin de la journée, s'il arrive quelque chose, ma survie légale, organisationnelle risque d'être assurée parce que je vais avoir la preuve pour dire, regarde, j'ai bien travaillé. Vous pouvez, regardez-moi, regardez ce que j'ai fait. Ça, moi, je pensais que, personnellement, c'est quelque chose qui me rassurerait à ce niveau-là particulièrement. Ah non, c'est logique. Moi, je vois pas de... À part, comme tu dis, peut-être le côté administratif, là, ça a de l'air lourd. Tu sais, je veux dire, en tant que... Tu sais, vous êtes policier pour... La majorité, votre but, c'est d'aider le monde. C'est le pourcentage de paperasserie, puis de rapports, puis de trucs administratifs, ça, on parle de quoi? 25%, 30% de votre temps? C'est dur à juger, mais je te dirais de plus en plus. Hein? Moi, ça fait vingtaine d'années là, que je fais ce travail-là. Puis, ça n'a jamais été en descendant. Ça fait juste augmenter. Fait que c'est sûr que... Puis, tu as certains types de travail ou certains jobs à l'intérieur du métier policier qui vont en avoir plus, d'autres qui vont en avoir moins, c'est sûr, là. Mais c'est quand même une bonne partie de notre tâche. Puis chaque intervention, que ce soit un appel, une arrestation, je veux dire, il y a toute la paperasse qui vient avec aussi.
Donc, c'est sûr que de trouver des façons d'accélérer, pas de couper, mais de le faire que ce soit plus rapide à compléter ces tâches-là, nous, on aime ça. Parce que ça nous permet de passer plus de temps sur le terrain, plus de temps sur la route, plus de temps à ce qu'on considère être un peu notre vrai job. Oui. Tu sais, c'est ça qu'on veut faire, versus passer des heures dans le bureau à faire de la paperasse. Ouais. Il faut qu'on le fasse. On le fait. Mais c'est sûr que c'est pas notre partie préférée, généralement. C'est pas pour ça que vous êtes engagé. Ben écoute, ça fait partie de la job comme n'importe quoi. Tu sais. Absolument. Il y en a une autre affaire que je voulais te demander. Puis tantôt, tu me disais que tu resteras dans le plus nébuleux que tu peux, là, ou c'est quoi parce que tu me disais tantôt que tu aimais ça, tu voulais faire du bien, tu voulais faire la différence. C'est quoi est-ce que de me conter la plus belle histoire? Une affaire, là, que tu te rappelles, que tu dis, wow, je suis content je suis content d'être policière parce que j'ai réussi à cause de cet événement-là, ou quelque chose. Essaye de choisir. Tu sais, le pire, c'est que j'aurais dû y penser avant de venir ici, hein? Des belles histoires. Écoute, c'est sûr que, tu sais, quand tu réussis à sauver la vie de quelqu'un, c'est toujours... Je veux dire, ça te touche. Puis des fois aussi, ce qui arrive, c'est que... Je vais revenir un petit peu à ta question, là, je divague. Non, c'est correct, Mais, c'est toi qui... Tu sais, quand des fois, tu rentres dans des appels, tu arrives chez quelqu'un dans leur vie, à un moment... Tu sais, puis des fois, pour nous, ça peut être un peu quelque chose de banal, mais tu vois que pour cette personne-là, à ce moment-là, c'est super gros pour eux autres dans leur vie, ce qu'ils sont en train de vivre. Ça peut peut-être chambouler leur vie. Puis, tu rentres un peu dans leur intimité aussi. Oui. T'sais, jusqu'à un certain point, t'es dans leur maison, dans leur chambre à coucher, fait que... puis quand tu aboutis à la fin de, résoudre leurs problèmes, ramener l'enfant perdu, n'importe quoi, là, des choses comme ça, mais tu vois la gratitude. Les gens sont tellement contents. Puis quand t'as des moments, justement, avec des appels comme ça qui finissent bien, puis t'es capable de régler le problème de la personne, je veux dire, ça fait tellement chaud au cœur. Puis ça, c'est comme des sentiments qui vont rester avec toi toute ta vie aussi. Là, de dire, ça, j'ai pu faire ça. Ou ça, j'ai pu sauver cette personne-là. Ou tu ramènes l'enfant qui s'était égaré, le petit enfant qui s'était perdu. On s'entend, là, c'était... Tu ramasses un petit enfant il était peut-être à 4 coins de rue de chez eux, puis il était juste allé prendre une marche, mais il est tout petit, puis là, tu le ramènes à sa mère qui est en détresse complète. Ouais. C'est pas nécessairement la grosse affaire, tu n'as pas sauvé la vie, c'est pas, là, c'est pas une histoire de Rambo, là. Mais juste de voir, là, la maman qui te prend dans les bras, puis qui braille, puis merci, puis tu sais, ça fait tellement chaud au cœur, ça. Oui. Des moments comme ça. Fait que je pense que c'est des choses aussi qui, comment on dit ça en français? They sustain you. Oui, tu mon ça te nourrit, oui, c'est ça. Ça va nourrir ton âme un peu. Parce que veux pas, c'est sûr que notre clientèle en général, c'est pas la population totale. En général, notre clientèle, c'est un petit peu la portion criminalisée. Ouais. Fait qu'on fait pas toujours affaire avec monsieur, madame, tout le monde. Des fois, oui, mais des fois, non. T'sais. Fait que quand t'es capable, justement, d'aller affecter un petit peu la vie de quelqu'un comme ça, c'est quelque chose qui me touche aussi. Puis, tu sais, il y a certaines fois, je me rappelle un en particulier, puis c'était quelqu'un qui était en sérieuse détresse psychologique à ce moment-là, puis c'était blessé, tu sais, il s'était vraiment blessé très sérieusement, là. Mais c'était, je pense même pas, c'était peut-être même pas une tentative de suicide, qu'il voulait pas nécessairement se tuer, mais il était tellement là, tu sais, en détresse extrême, puis c'était vraiment blessé très gravement. Puis, tu sais, dans le fond, moi, en attendant l'ambulance, j'arrive, puis là, je le tenais pour qu'il arrête de se faire mal, mais il est tellement confus. Mais je me rappelle juste, tu sais, le regard de cette personne-là qui me regardait dans les yeux, puis tu vois, il est pas tout là, carrément, il est pas tout là. Mais en même temps, je parlais, puis je dis, tu vas être correct, on va m'occuper de toi. Tu sais, puis ses yeux, la façon qu'il te parle, on dirait que c'est son âme qui me parlait, tu sais. Son esprit n'était pas nécessairement là. Mais tu voyais un petit peu, justement, la connexion qui est faite avec cette personne-là sur le moment, puis qu'elle se calme, puis il y a quelque chose, même si elle n'est pas toute là, puis elle n'est pas capable de tout comprendre, mais il y a quelque chose en elle qui réagit quand même à ça. Puis ça, c'est des gens que, là, on a pu l'amener à l'hôpital, on a pu, il a été correct. Mais ça, c'est des gens qui te touchent un petit peu. Puis tu vas tout le temps se souvenir de ces petits moments-là. Non, c'est vrai que
parce que t'en parles, tu l'exprimes très bien. J'imagine, je suis en train de voir un regard de Bambi. Tu sais, quelqu'un qui... ce que j'imaginais quand t'en parlais, c'est comme une confiance ou un remerciement de prendre soin de lui. Il est pas dans un état qui peut le verbaliser ou l'exprimer du tout. Là. Je veux dire, il est vraiment complètement désorganisé. Sa santé mentale, ça va pas bien du tout à ce moment-là. Puis il fait aucun sens. Mais ça reste que c'est un humain. Puis tu vois l'âme dans les yeux quand même. Oui. Même s'il est même pas capable de te parler à ce moment-là. Excuse-moi si j'ai souri. C'est parce que j'attendais le mot désorganisé. C'est un mot qui est... Quand tu entends des agents de police à radio, le mot désorganisé est très souvent utilisé. Écoute, mais attends, faut que je te continue. Une anecdote. Fait que aussi, je veux dire, dans tous les corps de métier, t'as un peu un langage qui va changer, qui va évoluer, puis tout ça. Puis justement, moi, quand j'ai commencé, c'était pas un mot qu'on utilisait du tout. Hein, puis j'imagine que ça doit peut-être plus venir du domaine de la santé mentale, puis qu'éventuellement, on a adopté ça. Fait que, il y a 20 ans, on disait pas ça. Puis je me rappellerai toujours la première fois que j'étais à un appel. Puis si je me rappelle bien, c'était une intervenante ou travailleuse sociale là, qui nous appelait pour un de ses clients que ça allait vraiment pas bien. Puis moi, la petite jeune police, j'arrive là, puis là, cette dame-là qui m'explique que sa cliente est très désorganisée. Puis elle me parle de ça, est très désorganisée. Puis là, à un moment donné, je l'ai arrêtée, puis j'ai dit, excusez, mais je comprends pas, elle fait pas son ménage. Je veux dire, c'est le bordel dans la maison, je comprends pas, tu sais. Puis là, je me suis fait dire, non, désorganisée, ça veut dire que, tu sais, mentalement, en tout cas, je pourrais me l'avais expliqué, mais elle est en détresse, puis elle est pas, tu sais... Ah, OK. Mais tu sais, je me sentais vraiment niaiseuse la première fois que je me suis fait dire ça. Elle est désorganisée. Oui. C'est parce que tantôt, tu t'arrêtais pas de dire qu'elle était en détresse. Puis j'étais là, il faut que je dise tantôt que c'est désorganisé qu'il faut qu'elle dise. Absolument. Mais tu sais, c'est parce que c'est un drôle de mot aussi. Moi, tu me dis désorganisé. Moi, c'est mon tiroir de bobettes à la maison qui est désorganisé. Moi, c'est mon bureau. Là. Il y a des papiers partout. Là. C'est ça. Fait que c'est des drôles de terminologie, mais c'est des choses qui, justement, les temps changent, les mots changent, on essaie de s'adapter, des fois, en tout cas. Fait que... Ouais. Puis, c'est drôle. Tantôt, tu parlais... On va te conter une histoire. Moi, mon petit cousin, il est agent de police aussi. Puis, il veut pas venir au podcast. Il dit tout le temps, je vais demander à mon boss, mais il ne demande jamais. Lui, il s'est fait pogner à une émission de télé. C'est-tu les vieux... Comment t'appelles? Tu sais, c'est comme une émission, ils font des gags, c'est des vieux... Pas les vieux schnappants, je sais pas. J'ai oublié le nom, mais c'est une émission québécoise. Puis là, un peu comme des sketchs? Ouais, mais non, c'est des caméras cachées. C'est des gags de caméras cachées. Puis le monsieur était là avec une canette de spray net où ce qu'il y avait des graffitis, mais un vieux monsieur là, qui doit avoir 70, 75 ans. Puis là, qui fait semblant de faire des graffitis avec sa canne de spray net. C'est graffitis. Puis c'est mon petit cousin qui est là puis qui fait l'intervention. Puis qui fait... Écoute, c'est tellement... Oh my God. En tout cas, j'espère que ça a bien été, son intervention, là, mais... elle passait à la télé, fait que ça a bien été. Écoute... Tu sais, au final, quand tu s'en rends compte, tu le vois, il fait « Oh! » Puis il s'en rentre dans l'auto, puis il s'en va, tu sais. On va y prendre un café. Mais pendant un bout qui est là, qui s'ostine avec le gars, puis il dit « Non, je fais pas de graffiti », puis que dès qu'il se revire, il recommence avec sa canne de spray net, puis... Écoute... Mais ça aussi, tu sais, je sais, il doit y avoir des moments, comme dans n'importe quel job, là, tu sais, des moments drôles, des moments cocasses. Est-ce que vous êtes double quand vous êtes en chevaux? La majorité du temps, oui. Ça se peut qu'on soit seul occasionnellement. Là, mais généralement, là, quand on va vraiment faire des jobs à l'extérieur des quartiers proches des écuries, généralement, on est deux. Fait qu'on travaille en duo. Okay. Mais pour revenir à ce que tu disais au niveau de l'humour, moi, j'ai souvent dit, pour survivre à ma job, ça prend deux choses. Ça prend une bonne veste par balle puis un méchant bon sens de l'humour. Parce que si tu peux pas rire, puis je parle pas de rire dans le sens de se moquer des gens, c'est pas du tout ça, mais tu sais, être capable de faire face aux moments difficiles avec un peu d'humour dans ton cœur, puis de légèreté, puis de, tu sais, il faut que tu puisses rire dans ta journée. Dédramatiser, absolument. Tu sais, le drame, c'est difficile à vivre. Fait que, non, un bon sens de l'humour, puis être capable de rire de toi-même aussi, puis tu sais, de rire de tes erreurs, puis de rire de des situations farfelues de la vie que des fois on va rencontrer. Tu sais, je veux dire, il faut que tu sois capable de rire, puis ces moments-là que je me rappellerai toujours, un moment donné, je travaillais, il y a des années, dans un quartier quand même assez défavorisé.
Puis, on était en train de se faire traverser la nuit. Il y avait quelqu'un ou des quelqu'un qui faisait beaucoup de vols dans les voitures. Fait que là, moi puis mon partner, ce soir-là, on se dit, à soir, on le pogne. On se met le couteau entre les dents, là, grrr, on va le pogner. Puis là, il faisait noir. Fait que là, on roulait, là, tu sais, les fenêtres baissées. On avait tout éteint les lumières dans le char. Puis là, on avançait, là, comme en catimini, puis dans les ruelles. Puis on disait, à un moment donné, on va le pogner, on va le voir, c'est sûr. Puis là, à un moment donné, il s'est mis à mouiller. Mais mouiller, là, assio. Il tombait, là, des cordes. Fait que là, on continue à rouler quand même. On avait un petit peu moins espoir. T'sais, on se dit peut-être que les voleurs, ils sortiront pas à la pluie. Puis là, à un moment donné, je vois quelque chose qui bouge sur le bord d'un char. J'en vois, hey! Quelque chose là-bas. Là, on avance super tranquillement, puis tout ça. Puis plus qu'on avance, tu sais, quand tu vois quelque chose, mais t'es pas sûr de ce que tu vois, écoute, c'était une petite madame. Puis on s'entend, là, il est peut-être 3 heures du matin, rendu là. Petite madame. C'était toute cute, petite madame asiatique, je me rappellerai toujours, habillée, là, tu sais, les petits soudes de pluie jaunes, avec le petit chapeau qui match, jaune, puis ses grosses bottes de pluie, puis elle avait une mop dans les mains, puis elle était en train de laver son char. Elle profitait de la pluie pour laver son char. À 3 heures du matin, elle n'a pas de savon, rien, là, juste la pluie, puis tu sais, les vieilles mops, là, un petit peu en corde blanche, là, tu sais, tu vois ça... Puis là, on arrête, écoute, on était arrêtés là, on la regardait. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Elle dit, ben, je lave mon char. OK. Qu'est-ce que je regarde mon verre, je dis, bon, on va-tu prendre un café? Ouais. Tu sais, je veux dire, écoute, c'est comme, faut que t'en ris. Il faut que t'en ris, tu sais, puis c'est pas qu'on se moque de la madame du tout, là, tu sais, mais c'est comme, tu sais, c'est tellement cocasse. En tout cas, on a ri de celle-là. Non, mais n'importe qui aurait ri. De toute façon, là. Moi, je ris de plein de monde que je devrais pas, de toute façon. C'est ça, mais je pense que c'est toujours de garder, tu sais, jamais perdre de vue que les gens avec qui on fait affaire, c'est des êtres humains qui vivent. On sait jamais qu'est-ce qu'ils vivent dans leur vie. Fait que c'est de... Tu peux avoir humour, mais toujours avec compassion aussi. On veut jamais se moquer des gens, faut jamais que ce soit méchant, faut toujours... puis ça a moins rapport avec rire de... C'est plus d'être capable d'avoir un bon sens de l'humour, puis d'être capable de, justement, dédramatiser, comme tu disais tantôt aussi, puis de pouvoir rire de toi-même aussi, puis pouvoir rire entre collègues de travail, puis je pense que c'est important. C'est important d'avoir un peu l'esprit léger comme ça des fois aussi. Ah oui. Moi, vite de même, là, côté ton métier... j'ai pas d'autres trucs qui me viennent en tête. Je sais pas si t'avais des trucs que tu voulais me conter à part ça, mais... Écoute, je sais pas où est-ce que tu veux en aller avec tout moi, ça. je m'en vais de nulle part. Normalement... On tourne en rond, on s'en va nulle part. Mais normalement, c'est mon invité qui m'amène où elle veut, là, tu sais. Je sais pas aussi... est-ce que tu fais-tu autre chose? As-tu des projets à l'extérieur? Ben écoute, mon conjoint, c'est un vétéran des forces qui est retraité. Puis on a un petit peu notre projet, nous, c'est notre maison. Fait qu'on a acheté une vieille maison qui était l'ancienne école d'un village. Ah, puis je suis déjà allé. Ouais. Fait qu'on est en train de la retaper. Fait que ça, c'est un petit peu notre projet. Puis, on planifie rester là vraiment à long terme. Fait que projet de retraite aussi. Moi, éventuellement, en aller plus dans le jardinage, ces choses-là. Fait que c'est sûr que ça, c'est un petit peu projet à long terme. Mais on s'amuse beaucoup avec ça. Puis, mon conjoint, ça lui donne aussi vraiment quelque chose à faire de ses journées. Parce que moi, je suis pas toujours là. Fait que ça peut faire long. Fait que, on passe beaucoup de temps à travailler sur la maison, puis tout ça. Fait que ça, c'est un petit peu notre projet conjoint. À part de ça, des projets, je te dirais, moi, je suis très investie dans mon travail, mais je suis très investie aussi au niveau des chevaux, les animaux. C'est quelque chose qui me passionne. Peut-être plus tard aussi, je serais curieuse d'explorer un petit peu plus l'aspect thérapeutique aussi de l'animal. Je vois beaucoup surtout avec les vétérans, des choses comme ça. C'est quelque chose que peut-être éventuellement comme deuxième carrière, je trouverais ça vraiment intéressant d'explorer ça. Puis à part ça, des projets, je veux dire. Moi, je suis pas une personne qui voit, tu sais... Non, mais c'est pas je me demandais, tu fais-tu encore de la musique ou... Ben écoute, je me considère pas vraiment musicienne. J'aime chanter, j'ai chanté dans les chorales, mais moi, c'est quelque chose que je fais par
plaisir puis par joie avec les personnes que j'aime. Fait que, tu sais, avec nos amis, on va chanter, on va... Tu sais, mais je peux pas dire que, tu sais, j'ai le goût de me partir à un band puis des choses comme ça. J'ai pas le talent pour, mais c'est sûr que... Bon, encore à la retraite, parce que je veux pas, je manque un peu de temps, là, à un moment donné, mais, tu sais, genre, rembarquer dans une chorale ou quelque chose dans le genre, absolument, c'est quelque chose que je ferais. Mais pour l'instant, tu sais, c'est vraiment quelque chose que je fais avec mes amis. On chante. Dans les parties, c'est toujours une petite coupe de vin, puis qu'est-ce qu'on chante à soir? Tu sais, on aime bien ça. Fait que ta concentration, c'est vraiment ta carrière, puis ta maison avec ton chum. Oui, absolument. Puis, tu sais, bon, c'est sûr que, bon, t'étais venu, on s'était rencontrés à un festival, puis tout ça. Fait que moi, je suis un petit peu dans cette communauté-là de camping et organiser des festivals, des choses comme ça. Fait que c'est des belles petites communautés où, justement, tu sais, les amis se retrouvent, les enfants s'agrandissent ensemble, puis ça se connaît, puis on revient tous les ans. Fait que organiser puis aider à tu sais, je travaille aussi, je suis bénévole sur la sécurité, puis des choses comme ça dans différents festivals. Fait que ça, j'aime beaucoup ça aussi. C'est très le fun. Puis, tu avais vu un petit peu le genre d'atmosphère qu'il pouvait avoir. Là, quand t'es dans le bois, c'est simple. J'ai besoin de me retrouver les pieds dans le sable, puis les pieds dans le... nu-pieds dans le bois. Au moins une couple de fois dans l'été pour me ressourcer. Ça, c'est super important. Fait que moi puis mon conjoint, on a une petite roulotte à notre camping qu'on va régulièrement. Puis il y a son garçon aussi qu'on va emmener faire ça. Fait que c'est important pour nous, ça aussi. Puis de se retrouver, là, tu sais, la communauté, le groupe d'amis, c'est important aussi. Très cool. Écoute, je te remercie. Merci Marie-Ève de t'être déplacée, d'être venue me voir. Puis ça devrait sortir dans un mois. Il n'y a pas de problème. Ouais, je t'enverrai les liens, tout ça, à ce moment-là. Ben merci, c'est super. Écoute, c'était pas du tout douloureux. Non, mais la plupart du temps, non. On a fait 55 minutes. Ah, ben quand même. Oui. Là, c'est des temps que j'aime. Des fois, je les faisais trop... Ben, moi, j'aime ça, un podcast long. Le monde qui m'écoute aime ça plus court, fait que j'essaie de le faire plus court. Ben, c'est correct. Moi, j'aime ça un podcast de 2 heures et plus, mais... Oh my God. Ouais, moi, à un moment donné, c'est parce que... C'est parce que je fais de la route, moi, beaucoup. Ouais. Quand je vais à Windsor ou à Toronto, ben, je suis capable d'en écouter 2-3 en chemin. J'avoue, hein? Oui. Tu vas beaucoup à Toronto? Oui, Toronto, puis Windsor, une fois ou 3 mois, c'est 1000 km. Oui, c'est du soc, ça, là. Fait que... Ben, merci beaucoup, c'était super le fun. Et merci à toi. Fait que...